Donc là, c'était vraiment les principes de base. On va essayer de regarder maintenant, pour une isolation par l'extérieur, comment est-ce qu'on peut réaliser ce type de composition pour pouvoir réussir à garantir toutes ces performances. Donc on va commencer par des généralités pour les détails de raccord. On va ensuite continuer sur des pieds de versants. On va regarder un peu ce qu'il en est au niveau des rives de toiture, hein, des raccords avec des murs, des faîtages, des nœuds, des arrêtiers assez rapidement, des traversées de manière plus globale. Donc l'accrochage de panneaux photovoltaïques, par exemple, des traversées de cheminées ou de conduits de ventilation, ou alors, par exemple, des fenêtres de toit. Donc si on reprend l'organigramme que je vous ai montré tout à l'heure, quand est-ce qu'on va se tourner vers une isolation par l'extérieur? La plupart du temps, on va se tourner par une isolation par l'extérieur quand on a une finition intérieure qui est déjà présente. Donc je vous ai déjà dit qu'on pouvait aussi, comme alternative, se tourner vers des panneaux sandwich, mais qui rendaient l'étanchéité à l'air généralement plus complexe à réaliser. Dans ce cas-là, je vous renvoie de nouveau vers les prescriptions du fabricant. Là, je vais vraiment vous parler plutôt des systèmes Sarking plus traditionnels qu'on voit ici en haut à droite de la vidéo, avec donc par au-dessus de la charpente, un pare-vapeur, de l'isolation rigide, et puis votre sous-toiture et le lattage, contre-lattage et couverture. Donc il y a d'autres solutions qui existent hein, pour pouvoir utiliser de l'isolant souple, mais je ne vais pas les détailler ici, donc là, comme je vous disais. Donc l'isolation, la manière d'utiliser un isolant souple, comme je vous l'expliquais tout à l'heure quand je vous parlais d'impact environnemental, c'est notamment la possibilité de venir refaire une structure en bois par au-dessus pour pouvoir venir faire des caissons que vous remplissez d'isolant. Mais je ne rentrerai pas plus dans les détails ici. Donc un détail performant, c'est quoi? Un détail performant, c'est un détail bien entendu qui doit permettre de garantir la stabilité du bâtiment. Donc ça c'est le premier point. Une étanchéité à l'eau, une évacuation des eaux pluviales dans le cas d'une toiture, la sécurité incendie dans le cas notamment des bâtiments multirésidentiels, une bonne isolation thermique, une étanchéité à l'air performante. S'il peut être esthétique, c'est pas plus mal. Un confort acoustique, notamment dans les environnements bruyants. Un détail qui permet une durabilité la plus importante, donc durabilité dans le temps, mais aussi donc limiter l'impact des matériaux qu'on utilise. Un bon phasage de chantier, pourquoi? Parce que les différentes couches qu'on va mettre dans notre détail, il va falloir les mettre les unes après les autres, et il ne faut pas qu'on ait d'interaction négative entre la façade et le toit, et vice-versa, par exemple. Et alors, bien entendu, ce qui va déterminer si on le fait ou si on le fait pas, c'est le temps et le prix que va coûter la réalisation de ce détail. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'on arrive? Est-ce que la performance du détail va mériter le prix et le temps qu'on aura investi dedans? Donc c'est clair qu'ici, si on a des détails un peu compliqués, un bâtiment complexe, ça vaudra la peine de se poser la question, même si on est dans une rénovation, on n'est pas obligé d'avoir un permis d'urbanisme, si ça vaudrait pas la peine de se tourner vers un architecte qui peut vraiment faire les meilleurs choix pour avoir une vision globale sur le bâtiment, notamment se poser la question de ce qu'on fera après notre isolation de toiture pour pouvoir garantir que quand on viendra par exemple isoler les façades ou autres, on puisse avoir quelque chose de cohérent et de performant. Donc ça c'est pour les généralités. On va regarder un petit peu les différents détails qu'on a développés avec le comité technique couverture, donc en présence d'experts, de couvreurs et de fabricants, les détails de pieds de toiture Sarking. Donc on voit deux propositions ici. De manière générale, ce qu'on va essayer de faire au niveau des pieds de versant, et qu'on propose de manière systématique, c'est que quand on a une toiture qui ne dispose pas de versant, de dépassant de toiture, on essaye d'en créer un, dans le but en fait de pouvoir par la suite facilement isoler la façade par l'extérieur. Donc si vous regardez ici, donc on va soit donc venir réaliser ce qu'on appelle un surchevronnage, donc que vous voyez donc sur le schéma de gauche ici avec en deux parties avec des éléments perpendiculaires au chevron existant sur lequel on vient remettre donc
un élément plus surélevé qui va pouvoir permettre de servir de support à la gouttière et à la planche de face. Ou alors, tout simplement, dans le cas où un dépassant existe déjà, comme dans le schéma de droite, tout simplement venir surélever avec une pièce de butée qui va permettre de garantir que l'ensemble de la toiture ne va pas se laisser un peu aller vers le bas. Donc un élément en pied de versant sera toujours conseillé pour éviter d'avoir trop de sollicitations au niveau des vis qui viennent fixer notre panneau d'isolation. Donc attention à l'étanchéité à l'air, j'ai déjà beaucoup insisté là-dessus. Donc voici ici quelques exemples un peu du phasage qu'on va utiliser pour venir mettre notre pare-vapeur par au-dessus de nos chevrons existants. Dans la plupart des cas où souvent on doit en fait venir se raccorder à la couche qui fait l'étanchéité à l'air au niveau des murs extérieurs. Et cette couche qui réalise l'étanchéité à l'air des murs extérieurs, c'est souvent la finition intérieure, donc que ce soit un plafonnage ou des plaques de plâtre. Et donc on doit traverser l'épaisseur des chevrons, comme on le voit ici, et donc découper le pare-vapeur et venir réaliser cette jonction. Donc on voit ici les différentes phases que vous pouvez voir sur les photos. Donc le résultat, ça donne quoi? Ça donne une membrane qui peut traverser ici les chevrons avec des tapes ou alors des étanchéités à l'air liquide par exemple. Donc ça nous permet du coup de faire vraiment la jonction entre notre pare-vapeur qui va servir d'étanchéité à l'air à l'extérieur des chevrons avec la finition intérieure et avoir du coup une étanchéité à l'air vraiment parfaitement continue au niveau de notre détail de raccord. On a Chris maintenant qui nous pose la question, il dit ouais, j'aimerais quand même bien limiter la hauteur de la planche de rive en ne mettant pas de sous-toiture dans la gouttière. Est-ce que je peux? Donc c'est vrai que traditionnellement, nous on recommande toujours d'essayer de mettre la sous-toiture dans la gouttière quand c'est possible. Mais ça peut poser problème, notamment quand on isole avec des toitures Sarking. Pourquoi? Tout simplement parce que comme on a une contrelatte qui n'est pas directement fixée sur la charpente en bois qui est rigide, la contrelatte doit être plus épaisse dans un système d'isolation, dans un système de Sarking par extérieur. Donc il faut on conseille que les contrelattes disposent au moins d'une épaisseur de 3 cm, ce qui fait que ça décale notre couverture vers l'extérieur et que ça crée une lame d'air plus épaisse entre la sous-toiture et la couverture. Donc si on vient mettre directement la sous-toiture dans la gouttière, ça veut dire que la gouttière en fait se retrouve quand même relativement basse par rapport à la couverture et qu'on peut voir dans certains cas la lame d'air. Donc dans la pratique, effectivement, on n'est pas, on peut se passer de mettre la sous-toiture dans la gouttière, mais il faudra quand même faire attention à un certain nombre d'éléments, et notamment quand on se retrouve avec des façades qui sont un petit peu sensibles, notamment avec les enduits sur isolant, sur lesquels des verdissements vont pouvoir apparaître assez rapidement. Ce qu'on va devoir prévoir en priorité, c'est au moins des casse-gouttes, donc s'assurer qu'on n'a pas des écoulements directs d'eau qui se retrouverait sur la sous-toiture, sur la façade. Une planche de rive, donc une planche de face, ça dépend comment on l'appelle, qui doit être résistant à l'humidité, par exemple du fibre ciment, des choses comme ça. Il faudra quand même toujours se rendre compte que si on fait ça, il y a des petites coulées qui vont avoir tendance un peu plus facilement à apparaître que si l'eau qui se retrouve sur la sous-toiture est évacuée par la gouttière. Et porter une attention particulière si on a des terrains fort dégagés au niveau des versants et des versants exposés au sud-ouest qui sont en fait les versants les plus exposés aux pluies battantes en Belgique. Le gros avantage d'une telle solution, c'est que si un jour on devait avoir un problème sur notre toiture, par exemple un raccord de cheminée ou quelque chose comme ça, mais en fait on va directement pouvoir voir qu'il y a des écoulements qui sont sur la façade et donc attirer notre attention sur le fait qu'une intervention est nécessaire en toiture. Alors que dans le cas où la sous-toiture envoie l'eau vers la gouttière, ça peut arriver qu'on ne le voit pas directement. Et le deuxième avantage, c'est qu'aussi on va pouvoir avoir une rive très fine qui va pouvoir permettre d'avoir des éléments un peu plus épurés et esthétiques. Donc je vous renvoie vers l'article qu'on a publié sur le sujet pour plus d'informations. Donc
on passe à un autre raccord ici. Donc le raccord qu'on va par exemple avoir à la jonction entre une toiture à versant et une annexe qui est réalisée avec une toiture plate. Comment est-ce qu'on va faire pour faire un phasage correct et s'assurer que notre eau puisse bien s'écouler de manière continue d'une toiture à l'autre? Ben, la première chose qu'on va faire, on va conseiller plutôt généralement de commencer par la toiture à versant, tout simplement parce que si on isole la toiture plate, ben on va la surélever naturellement et on va avoir du mal à gérer l'écoulement des eaux en phase transitoire. Donc on va plutôt recommander de commencer par la toiture à versant. Et on va conseiller également de venir mettre une membrane en attente, donc que vous pouvez deviner ici un peu ondulée sous la dernière tuile. L'avantage de placer cette membrane, c'est que ça vous évitera au moment où vous devez faire la jonction avec votre étanchéité de toiture plate, de devoir démonter la dernière tuile pour venir en fait glisser votre membrane d'étanchéité de toiture sous la sous-toiture, et vous aurez donc un bon écoulement qui se fait du haut vers le bas, sans solliciter des joints à sens contraire. Donc là, vous aurez vraiment un détail performant. Chris qui nous dit ici que le client souhaite que je conserve son chéneau existant. Comment est-ce que je peux être sûr que l'eau tombera dedans malgré le fait que j'ai réalisé donc une toiture sarking qui naturellement va surélever le niveau du toit. Donc dans la pratique c'est possible, hein. On voit que esthétiquement ça a des conséquences qui sont pas négligeables, hein. On le voit sur la photo ici qu'on a vraiment une bande qui apparaît du coup entre notre corniche ou notre chéneau existant et la couverture de toiture. Et de manière générale, il va falloir faire attention que l'eau ne puisse pas déborder à l'extérieur de cette corniche. Donc on a fait un certain nombre d'essais pour déterminer quelles étaient les valeurs, qui étaient nécessaires, quelles étaient les hauteurs et largeurs minimales qu'il fallait pouvoir garantir pour être sûr que l'eau, dans toutes les conditions, tombe bien, soit bien récupérée. Donc de manière générale, si la hauteur entre l'extrémité de la corniche de la gouttière ou autre et le niveau de la tuile est inférieur ou égal à 10 cm, de manière générale, on peut conserver la règle traditionnelle qui veut que l'extrémité de la tuile soit au tiers de la largeur du bac. Donc ça va permettre dans tous les cas de bien récupérer l'eau. Si on se retrouve à des hauteurs plus importantes, ce qui sera presque systématiquement le cas en sarking du fait de l'épaisseur plus importante de la contrelatte et qui va dépendre aussi de la pente de toiture, on va avoir des petites formules qui sont un peu chinoises ici, mais que vous pouvez retrouver plus facilement donc en fonction du tableau que vous voyez là. Donc en fonction de la hauteur que vous allez avoir, donc ça c'est l'axe horizontal du petit schéma que j'ai mis ici, vous allez pouvoir déterminer la largeur maximale que vous devez avoir au niveau de votre bac et donc la manière dont vous devez reculer votre dernière tuile pour pouvoir vous assurer que l'eau qui coule sur cette tuile rentre bien, soit bien récupérée. Donc attention quand même de bien prévoir dans ces cas-là ce qu'on appelle des déflecteurs, hein, donc comme on le voit, le petit élément en métal qu'on voit juste sous la dernière toile ici. Pourquoi? Parce que plus on va reculer notre tuile vers le haut du versant, moins on va protéger le lattage, le contre-lattage. Et on voit une photo ici durant l'essai où l'eau est vraiment chassée vers l'intérieur de cette lame d'air. Donc comme tous les éléments à cet endroit-là sont en bois, il faut vraiment être sûr qu'ils soient bien protégés et donc prévoir ces déflecteurs directement sous la tuile dans le cas présent.